sans Ellie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de mon vlog du Sweetie Gourmet Challenge. Je vous avais laissé en vous parlant de la lecture commune de Kate Morton. Comme ça faisait un moment que j'avais pas pris la caméra, j'ai fini plusieurs romans, donc voilà, j'ai fini celui-ci. Que j'ai lu en parallèle de L'Oiseau et la Lame dont je vous ai parlé avant. Une fois que j'ai fini L'Oiseau et la Lame, j'ai commencé L'Antimagicien, le tome 5. Une lecture assez agréable, assez facile, un peu doudou, que je devais également faire pour le Sweetie Gourmet Challenge et qui est tout à fait compatible avec un autre roman en parallèle. Et du coup, pendant que j'ai lu en lecture commune La scène des souvenirs, je me suis fait un petit week-end extrêmement sympathique qui m'a permis du coup de valider plein d'assiettes. Ça m'a permis de lire avec les pieds dans l'eau, et pas que d'ailleurs, hein. Ça m'a permis de lire nue, vu que si je lis les pieds dans l'eau, je suis nue ou en maillot de bain, hein. Ça m'a permis de valider le lire en extérieur, que j'avais déjà validé avant, mais autant le valider plusieurs fois, c'est bien plus agréable. De la scène des souvenirs, ce fut très agréable. Franchement, dès les premières pages, on tombe sur une plume qui est plutôt belle, qui est vraiment bien travaillée, avec du vocabulaire, et qui fait rentrer tout de suite dans le récit. On rentre direct dans le vif du sujet. C'est mystérieux et addictif dès le début. Par contre, du coup, c'est un grand roman, 700 pages, et arrivé à 400 pages, un truc comme ça, peut-être même avant, j'ai commencé à devenir un des secrets. Bon, c'était assez évident. Mais voilà, j'avais déjà la solution. Je me suis dit, est-ce que ça va être gênant, parce qu'il reste quand même 300 pages. Et en fait, non, parce que de toute façon, il y a d'autres mystères qui viennent se greffer là. Enfin, il y a d'autres choses dont on n'a pas les réponses. Donc du coup, ça restait tout aussi addictif. Et les révélations à la fin, c'est pas hyper surprenant. En fait, je pense que je commence à avoir l'habitude des secrets de famille. Et donc du coup, j'ai un peu tout vu presque. C'est dommage, ça m'attriste. Mais voilà, il faut plus que je m'attende à être complètement retournée par les solutions. Mais c'était bien sympathique quand même. Et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Et c'était le moment parfait pour le lire. Et donc du coup en parallèle j'ai lu en e-book L'Antimagicien, le tome 5. Comme d'habitude, L'Antimagicien c'est une lecture très agréable, c'est un peu fun, c'est un peu drôle, pourtant il y a des choses très humaines derrière, des beaux messages, et c'est très agréable à lire, vraiment, ça me fait passer toujours un bon moment. Ce tome 5, j'ai préféré le 3 et le 4. Le 3 et le 4 c'est vraiment les meilleurs tomes que j'ai lus jusque là, parce qu'il y a une évolution, il y a vraiment des réflexions très intéressantes. Et dans ce tome 5, j'ai trouvé que ça retournait un peu autour des mêmes choses. En fait il réexplique certaines choses pour pas qu'on soit perdu si ça fait longtemps qu'on a lu les tomes précédents. Il réexplique le principe de l'ombre noire, la malédiction dont est atteint le personnage. Et donc ça fait beaucoup de répétitions pour moi, surtout que j'essaye de lire 1 ou 2 tomes par an, donc ça va, je me souviens relativement bien de certaines choses. La mécanique du scénario tourne un peu autour de la même chose, du genre le personnage principal qui n'est pas fort, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas très doué, et qui finit par trouver des petites astuces pour s'en sortir quand même. Voilà, ça finit par tourner en boucle. Même si je trouve quand même que l'auteur est vraiment très doué parce qu'il arrive quand même à trouver une politique différente, des façons de s'en sortir différentes. Là ça pour le coup je l'admire beaucoup. Mais voilà, ce 5e tome je le trouvais un peu moins bien, même si j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de lire le 6e tome. Pour l'instant je ne l'ai pas dans ma médiathèque d'e-book, donc je vais devoir attendre. J'espère pouvoir le lire avant la fin de l'année parce que c'est le dernier tome. Et en plus dans ce 5e tome on avait une ouverture vers le 6e tome qui me titille beaucoup. Donc en fait, L'Antimagicien, je l'avais commencé pendant ma lecture commune de La scène des souvenirs, mais j'ai fini la lecture commune avant, et donc du coup j'ai fini L'Antimagicien, et ensuite j'ai commencé toutes les histoires d'amour de Baptiste Beaulieu. Donc Baptiste Beaulieu, c'est un médecin, auteur, enfin voilà, il fait plein de choses. Je le suis sur Instagram depuis un petit moment et j'aime vraiment beaucoup la façon dont il explique les choses, son côté très humain, sa façon d'un peu comprendre tous les avis et sa façon d'expliquer son avis à lui et tout ça. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais j'avais lu aucun de ses romans. On entend vraiment beaucoup de bien de
ce qu'il écrit. Et en plus de ça, des fois il fait des lives sur Instagram avec Martin Winkler. Martin Winkler, c'est celui qui a écrit L'école des soignantes, Le cœur des femmes, donc voilà, un grand médecin, un grand auteur. Donc je me dis que ce qu'il fait, ça peut être que bien. Donc du coup, cette année, mon objectif c'était de découvrir sa plume. J'ai choisi toutes les histoires d'amour du monde. Et là, j'en suis à la page 135. Et franchement, même déjà à la page 50, je me suis demandé si j'allais pas l'abandonner. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est pas parce que c'est mal écrit, mais en fait ça touche des sujets que je peux pas lire, enfin j'arrive pas, c'est dur pour moi. C'est un peu étrange parce que j'ai aucun souci à lire des trucs archi-gore, j'ai aucun souci à lire des thrillers, des trucs avec des psychopathes et tout. Mais là, ça touche à certaines choses, c'est trop dur dans le sens où je vais pas m'en remettre en fait. Ça me fait un peu penser à l'effet qu'a eu sur moi le premier épisode de la série La Servante Écarlate. En fait, j'ai regardé le premier épisode et ça m'a mis dans un état pas possible et je me dis non, c'est pas possible, je peux pas regarder la suite et je peux pas lire le roman. Je sais que c'est bien et tout, mais c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop stressant. Le premier épisode, ça me donne juste envie d'aller me prendre en fait. Et ça me met dans un état dépressif très intense. Et en plus de ça, là, il faut vraiment pas me parler. Je suis invivable après le visionnage de cet épisode ou après la lecture de chapitres de La Servante Écarlate et de Baptiste Beaulieu en fait. Je pense pas que ce soit tous les romans de Baptiste Beaulieu qui vont me poser problème, mais celui-ci en particulier. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a les deux guerres mondiales qui sont au cœur du récit, hein, mais vraiment les deux. Et en plus il y a... En fait, toutes les histoires d'amour du monde, ça va être plusieurs petites très courte histoire d'amour, plein de gens différents. Et donc du coup on va toucher à énormément de sujets, voilà, c'est pas juste les deux guerres mondiales, il va vraiment aborder tous les sujets. Là il y a eu une histoire d'amour d'une femme qui se faisait battre par son mari, et en plus ces gens là ils fuyaient un état islamique en guerre. Enfin voilà, c'est que des sujets durs, il n'y a pas de pause. Et il y a un petit peu d'humour quand même. La plume est très belle. Non, franchement, la plume est très belle. Il fait de très belles analogies. Il y a une façon de présenter les choses. Non, c'est génial, hein, vraiment. Je lirai un autre de ses romans, même si je vais pas au bout de celui-ci. Mais c'est hyper dur. Et en fait, il a une plume tellement humaine. Ça m'étonne pas parce que quand je voyais sa façon d'exprimer sur Instagram, je m'en doutais. Il est extrêmement humain. Et c'est ça qui est dur, en fait, je pense. Ce qui m'a vraiment fait hésiter à arrêter, c'est que, à un moment donné, le personnage principal, il vient de perdre son père à la guerre. Il a été envoyé au front au tout début. Donc voilà, fini hein, le monsieur, fini de chez fini. Son moyen d'avoir un petit peu d'amour dans ce monde en guerre, c'est il y a son chat qui dort avec lui toutes les nuits et tout, qui lui tient chaud, et puis qu'est-ce qui se passe? Occupation allemande, il fait très faim et les soldats allemands ont bouffé son chat. Pour essayer d'être un peu plus clair, c'est principalement que ça touche à la liberté, mais vraiment à la liberté profonde, que les lectures ou les films me dérangent vraiment beaucoup. J'ai lu quelques chapitres avant de me coucher et j'ai failli pas dormir de la nuit, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, tellement ce roman m'habitait. Et en fait il y a une BD qui a adapté ce roman et franchement s'il y a des images sur certaines choses, je sais pas possible, je ne la lirai pas, hein, aucun risque. Alors qu'au début je me suis dit bah si je l'aime bien je prendrai la BD et tout, ça peut être sympa, mais non c'est pas une lecture tranquille, hein, pas du tout. En fait je m'attendais à ce que ce soit une lecture facile, une petite romance, je me suis dit bon allez j'ai fait un secret de famille et tout, on va continuer sur la lancée, on va faire quelque chose d'assez simple, agréable, avec un peu de mystère, mignon, avec une belle plume, puisque voilà je n'avais aucun doute sur la plume de Baptiste Beaulieu. Et voilà, et je me retrouve là-dedans. En plus d'être profondément une-même, sa plume, j'ai l'impression qu'il a tout compris sur les êtres humains, leur façon de fonctionner, leur façon d'être. Enfin voilà, qu'il a compris à la fois les parties sombres et les parties plus joyeuses. Et pourtant, je n'ai lu que 135 pages. J'ai lu beaucoup de romans où ça se passait pendant une des guerres mondiales, rarement pendant les deux. Et j'ai pas été aussi dérangée qu'avec celui-là, même pas trop, enfin c'était très triste et tout. Franchement ça m'énervait, c'est le genre de truc qui m'énerve profondément, là ces guerres et tout ça. Là il y a le combo des deux, la guerre, cette façon forcée qu'ont eu les hommes de devoir aller au front, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Enfin en fait il n'y a pas que la tristesse en soi, une lecture triste ça me va très bien, il n'y a pas de souci, je le vis très bien. Tout ce manque de liberté, cette injustice, tout ça, ça crée énormément de colère en moi, donc voilà, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a le fait que bah t'as pas le choix en fait, enfin c'est truc inéluctable, il était impuissant, ça me met dans un état pas possible. C'est vraiment très énervé pour le passé et tout, mais ça fait aussi peur pour l'avenir. Donc c'est vraiment un mélange de énormément de choses. Et puis ce truc de séparer les maris des femmes, de leurs enfants, c'est juste horrible, enfin il y a eu tellement de couples qui venaient quoi, juste de se marier, qui avaient un premier enfant, un deuxième qui allait arriver, et puis le mari qui est envoyé à la guerre, ce truc d'attente pendant plusieurs années, tu reçois des lettres, t'attends ton mari, t'attends ton frère, t'attends ton fils, et tu sais pas s'il va revenir vivant ou pas, tu dois avoir cette peur tous les jours qu'il lui arrive quelque chose. C'est à une époque où l'information elle circule pas très rapidement, donc même si tu sais pas en fait, si ça se trouve tu te dis bah là il est déjà mort et je le sais pas en fait. Franchement à leur place je sais pas comment j'aurais fait parce que je suis clairement pas du genre à être capable d'attendre avec espoir en fait.
j'aurais attendu avec violence et avec colère, je pense. Je sais même pas si j'aurais pu attendre quoi, comme ça. Enfin voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et en fait, ce que je me demande, c'est que du coup, à l'époque, société très patriarcale et tout, bah du coup, on n'envoie que les hommes et on les force à y aller. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que les gens qui sont allés se battre, c'est pas juste ceux qui avaient choisi la voie militaire, non, c'est tous sont envoyés de force parce qu'il n'y a pas de choix. Pour des choses qui sont plus ou moins lointaines. Là encore, les 2 guerres mondiales, c'est particulier. Je pense à des guerres où bah, c'est pas tes guerres en fait, où t'es pas d'accord avec ce pourquoi tu vas te battre et tout, bah c'est encore plus dur. Mais donc du coup, voilà, je me demande si jamais un jour il y a une guerre ou quelque chose où il faut se défendre et tout. Comment ils font vu qu'on est dans une société un peu plus égalitaire, pas parfaite mais un peu plus égalitaire. Ils envoient de force les hommes, ils envoient de force les femmes, ils envoient de force les deux. Quand il y a des enfants, ils font quoi? Ils tirent au sort un sur les deux et ils envoient de force celui-là. Comment ça se passe en fait? Où il y aura plus jamais ça et au final ils envoient juste les gens qui ont choisi la voie militaire. Même s'ils envoient que les gens qui ont choisi la voie militaire, ça enlèvera rien au fait que ça restera horrible quand même. Après j'ai pas vraiment envie de l'abandonner parce que ça se lit vite. En soi je pourrais me dire bon bah là je lis tout, je sais que je vais être très mal, à la fin faudra pas me parler pendant un jour. Mais voilà, je l'aurais lu quand même. Et au final, j'ai pris la décision de ne pas l'abandonner, mais de le lire vraiment très doucement pour limiter l'impact. Et en parallèle, j'ai commencé Aurélien de Aragon que j'ai en e-book. Donc c'est une lecture classique. C'est Sans Fioriture qui m'avait donné envie de le lire. Bon, depuis, je crois qu'elle a supprimé la vidéo où elle en parlait. C'est un gros pavé, hein. Il fait plus de 500 pages, je sais plus, presque 600 je crois. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que je vais aimer, j'espère que ça va se lire bien. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles pour vérifier. Si je vous donne pas de nouvelles, c'est que j'ai pas survécu au Baptiste Beaulieu. Je viens de repenser à quelque chose. En fait, ce qui me bloque le plus avec ce roman, et avec La Servante écarlate aussi, hein, c'est valable pour les deux, c'est que je suis incapable de porter sur mes épaules la charge émotionnelle de tout ce qui se passe dans ce roman, de ces histoires qui pourraient être des histoires vraies tout à fait, et la charge émotionnelle de la vie en fait, de ma vie, de la vie de tous les jours, de mon passé, de mon futur et tout ça. Je peux pas, enfin en fait les deux je peux pas, j'explose en fait. Si j'avais que l'un ou l'autre ça irait, donc si je lisais ce roman et que bah la vie c'était juste un long fleuve tranquille et vraiment très tranquille, je pense que ça passerait. Donc voilà, c'est un mélange de charge émotionnelle, de thématiques abordées, de la façon dont c'est abordé aussi, parce que enfin, du coup la plume très humaine rend le truc très réaliste, très clair, très compréhensif. En tout cas ça me parle. Quand je lis ce genre de choses, ça me fait pas pleurer, c'est beaucoup plus intérieur que ça et en fait j'ai aucun moyen de l'extérioriser. Et alors, au final, j'ai fini ce roman, j'ai réussi à le finir et je suis bien contente d'avoir réussi à le finir. Par contre j'ai retenu la leçon, je l'ai lu uniquement les matins, donc, et en 2 matins c'était fini. Du coup j'ai pas tellement avancé dans rien, j'ai juste lu un chapitre et le prologue. Mais donc du coup, pour revenir au Baptiste Beaulieu, je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette plume. Ça correspondait tout à fait à ce à quoi je m'attendais. C'est magnifique. La fin de ce roman est magnifique. Donc même si c'est très dur de lire certains chapitres. Et en fait quand je vous disais que c'était horrible parce que ça pouvait être vrai, mais je me trompais pas. C'est une très belle histoire. Et par certains aspects ça me fait un peu penser à la façon qu'a de raconter Martin Winkler, cette façon de faire en mode plein de petites histoires de plein de gens différents, parce qu'en fait là on va alterner les chapitres très courts, hein, donc du coup ça se lit plutôt vite même si les chapitres sont très intenses, 2-3 pages maximum, et on a un chapitre, c'est le grand-père du personnage principal qui écrit une lettre à quelqu'un, et l'autre chapitre c'est aujourd'hui, et on est plus dans les pensées du personnage principal qui découvre les lettres de son grand-père. Et donc du coup les lettres de son grand-père ça raconte toute la période Première Guerre mondiale, entre les 2 guerres et Deuxième Guerre mondiale et un peu ce qui se passe un peu après la Seconde Guerre mondiale. Dans les chapitres sur aujourd'hui, il y a le petit-fils du coup qui raconte des témoignages de personnes qu'il connaît, des témoignages d'amour, on va dire de façon d'aimer. Je vais pas m'appesantir plus sur ce roman, c'est un très beau récit, une très belle plume. Je vous conseille de découvrir Baptiste Beaulieu, que ce soit celui-ci ou un autre. Hein. Si vous avez, peut-être que les autres sont un peu plus légers à lire, surtout le dernier je pense, j'ai pas vu de retour en mode où c'était très dur à lire. Et du coup après celui-ci je me suis dit bon en ce moment visiblement je suis très axée lecture en parallèle, donc j'ai également commencé La Tour de Garde, donc Le Sang de la Cité, le tome 1 de Capitale du Sud. Un peu compliqué, donc c'est la saga La Tour de Garde, c'est le tome 1 de la trilogie Capitale du Sud, voilà, ça s'appelle Le Sang de la Cité. En fait il y aura 2 trilogies et l'autre trilogie ce sera écrit par la femme de celui qui a écrit celui-là, donc c'est l'autrice de Un Long Voyage et ce sera Capitale du Nord je crois. Donc du coup je lis ça en parallèle de Aurélien, du classique et de la fantasy
fantasy, franchement je pense que ça ira très bien ensemble. Même si celui-là il se lit tellement bien que je crains de pas le lire tellement en parallèle, juste d'avoir commencé Aurélien, de finir celui-ci et de reprendre Aurélien. Voilà, donc j'en suis déjà à là, ça se lit vraiment très bien, tout aussi bien qu'un long voyage. Il y a un très haut level de vocabulaire, un très haut level de langage et ça c'est vraiment très agréable. Et pourtant ça se lit très bien, enfin c'est pas lourd à lire, il y a beaucoup de noms différents et tout, mais c'est tellement bien fait, ça passe très bien, c'est bien expliqué, tout en restant subtil et pas trop évident. On a une carte au début, on a les personnages qui sont expliqués, donc si au début on a un peu de mal, il suffit d'aller voir en début de chapitre. Par contre, les chapitres sont extrêmement longs à lire, donc on se retrouve vite embrigadé là-dedans en mode bon bah je veux juste lire quelques pages avec mon thé et en fait tu te retrouves à devoir lire 50 pages parce que tu as envie de finir ton chapitre. Et surtout j'aime beaucoup les personnages, vraiment très variés, très intéressants, et la cité aussi. La cité est un personnage en soi je pense dans ce récit. Elle est vraiment très intéressante, cité parcourue par des canals avec un port et tout, enfin voilà c'est vraiment les petites ruelles et tout, le fonctionnement de la cité c'est génial. Il y a un peu de manipulation, un peu de stratégie, un peu de diplomatie qui est très bien expliqué et franchement j'adore. J'ai hâte de le finir et j'ai hâte d'avoir les tomes suivants qui ne sont pas encore sortis mais ça ne devrait pas trop tarder. Et du coup pour Aurélien, bah j'ai pas lu assez pour vous en parler, juste le premier chapitre ça s'est lu plutôt bien, c'est un chapitre pas trop long donc ça devrait aller. Allez je vous laisse, on se retrouve plus tard. Hello, me revoici. Alors on est le 2 août je crois, je vérifie. Oui c'est ça. On est le 2 août et j'ai déjà fini le sang de la cité. Comme annoncé, hein, j'ai pas tellement lu en parallèle avec Aurélien quoi. J'avais commencé Aurélien, j'ai commencé celui-ci et j'ai pas repris Aurélien. Mais voilà, donc du coup je sais plus exactement ce que je vous avais dit. C'est un premier tome magistral pour moi. En plus des personnages, de la cité qui a vraiment une place entière dans ce roman. On est confronté à un système politique, à des petites manipulations, des machinations. Chaque personnage a son but, a ses croyances, il défend et poursuit ses valeurs. Et donc voilà, à la fin on arrive à un cataclysme qui va... Enfin voilà, bref, j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin franchement ça va être dur, sachant que du coup le tome suivant, enfin la prochaine sortie c'est le tome 1 de Capitale du Nord, donc en gros on va pas forcément, je pense pas qu'on va retomber dans la suite de ça, plutôt retomber dans quelque chose qui va se mêler à ce qui s'est passé là-dedans. Ça va être long d'attendre jusqu'au tome 2 de celui-ci. En soi c'est un récit de fantasy mais qui est pas tellement fantasy pour l'instant puisqu'il n'y a pas réellement eu de magie. Il y a eu un peu, enfin si, il y a de la magie mais c'est pas de la magie au sens où on l'entend. Il y a eu un peu d'occultia, voilà, il y a un peu... quelque chose, une espèce de noirceur qui plane sur la cité. On n'en a pas vu beaucoup plus, mais moi ça me suffit. Et en tout cas, s'il y a des jurés qui nous regardent et qui regardent cette vidéo, j'espère qu'avec moi et certainement avec Mélie, hein, je pense qu'elle va l'aimer, vous emmènerez ce roman loin dans le PLIB 2022 du coup. Un long voyage était allé relativement loin par rapport au fait que c'est pas forcément une lecture qui va attirer une majorité de jurés, donc je trouvais qu'il était assez loin, déjà dans les 25 sélectionnés c'était pas mal. Donc voilà, celui-là j'espère qu'il ira au moins dans les finalistes. Celui-là ou le tome 1 de Capitale du Nord, hein. Ou les deux. Même si je ne l'ai pas encore lu, je n'ai aucun doute qu'il sera excellent. Quand même ce qui ressort vraiment de ce roman c'est l'aspect poésie et chant qui a été mêlé à l'histoire. La façon dont c'est mêlé à la vie de la cité et tout ça, enfin j'aime vraiment beaucoup, c'est très bien fait, très subtil, très bien fait, hein, surtout pour un premier roman. Franchement on n'a pas du tout l'impression que c'est un premier roman, mais vraiment pas du tout. Il y a une sacrée maîtrise hein, donc de la part des deux auteurs. De toute façon on va en faire une comparaison avec Mélie je pense, même si j'en ai déjà beaucoup dit là en fait. Mais je vais quand même rajouter que comme pour un long voyage, il n'y a pas tellement d'action en fait, mais c'est pas gênant et ça reste très addictif. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà, l'histoire progresse petit à petit et on sait pas vraiment où ça va nous emmener, mais on a envie de voir où ça va nous emmener. Bon sur ce je vous laisse et puis je vais essayer de retourner à Aurélien de Aragon, même si je sais que ça aura pas la même saveur que cette lecture. Du coup je risque de prendre un peu plus de temps avec les lectures suivantes, ça risque d'être dur en fait de trouver une lecture qui va me plaire autant, qui va être aussi addictive et qui va m'emmener loin quoi. Hello, on se retrouve pour un petit point sur le vlog. Il est le 10 août je crois, c'est ça? Oui, on est le 10 août. Petit changement de décor. Vous verrez certainement ça dans le vlog de Mélie. Dans un de ses vlogs, je ne sais pas lequel, je ne sais pas quand. Mais on a un peu redisposer les bibliothèques dans ma pièce. Du coup voilà, le décor ne sera plus le même. Pour en revenir au challenge, je vous ai laissé quand je devais continuer Aragon, Aurélien de Aragon. Et en fait, bah non, après le sang de la cité c'était pas possible. Ça se lit, hein, c'est bien écrit et tout, mais ça m'intéressait pas du tout, mais pas du tout. Du coup j'ai abandonné, ça sert à rien, enfin voilà.
De toute façon c'est pas grave vu que dans la catégorie là j'avais d'autres choses que j'ai déjà validées je crois. Oui j'avais le sang de la cité aussi, donc c'est pas grave. Et de toute façon j'ai vu une vidéo de Mladoria qui parlait des liaisons dangereuses, qui est un autre classique du coup, et qui me tente beaucoup plus, donc peut-être que je tenterai celui-là et que je ferai un remplacement. Je verrai, mais ce sera pour plus tard. Et du coup là j'ai commencé un livre qui n'était pas prévu, que j'ai acheté en juillet je crois. Il s'agit de L'ami imaginaire de Stefan Chbosky. En fait c'est écrit par l'auteur qui a écrit Le Monde de Charlie. Monde de Charlie que j'avais vu en film, que j'avais adoré, vraiment magnifique. J'ai l'affiche juste en face de moi là. Et j'avais lu son roman aussi par la suite, que j'avais lu en VO anglaise à une époque où je commençais seulement à lire des livres en VO anglaise et où j'avais clairement pas le niveau. Mais voilà, j'avais quand même bien apprécié. Là, c'est une grosse brique de 1000 pages. Donc du coup, je l'ai mis dans l'assiette. Lire un roman de plus de 600 pages, je crois que c'est une entrée ou un plat, un truc dans ce style. Et là, on est un peu plus dans l'imaginaire, hein. C'est pas tout à fait réaliste. C'est une ambiance un peu plus, qui fait un peu plus peur, un peu plus à la Stephen King. Voilà, il y a Emma Watson qui a écrit que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas si elle l'a réellement lu ou si c'est juste un partenariat comme ça. Et j'en suis actuellement à là, donc c'est-à-dire 200 pages. Je le lis doucement, mais c'est quand même pas mal. Et on retrouve cette belle analyse que l'auteur a de l'humain, des émotions et des caractéristiques des êtres humains. Il nous offre une ribambelle de personnages. C'est à la fois triste et à la fois plein d'espoir par endroits. Il y a des choses très touchantes, très mignonnes, des relations très belles comme des relations très moches. Je sens que ça va me faire passer par toutes les émotions. En tout cas, vu la taille, je vais forcément abîmer la couverture, tant pis. Donc voilà, ça me fait une assiette de plus. Vu que c'est un buffet à volonté, on peut s'en rajouter hein. Et ensuite, j'ai acheté un Gallmeister. Il s'agit du Corbillard zébré. C'est un espèce de polar, je crois, avec un personnage féminin qui veut épouser quelqu'un, mais son père veut pas qu'elle l'épouse. Donc voilà. Enfin, évidemment, le futur époux cache des choses ou un truc dans ce style. Enfin bref, il va y avoir des secrets et tout. Ça a l'air d'être cool. Et donc du coup, ça fera que pour ce challenge, j'aurai lu 2 Gallmeister. Donc du coup, une assiette de plus. Lire 2 romans de la même maison d'édition. En plus, il est plutôt petit et peut-être que je l'intercalerai avec celui-ci. Parce que celui-ci, le lire le soir, il y a moyen que ça m'empêche un peu de dormir. Et pour ce qui est de 2 jours sans lire, j'ai fait 1 jour sans lire, mais sans filmer quoi que ce soit. Et de toute façon, j'ai pas tenu puisque ce matin j'ai lu. J'avais pas l'intention de faire ce 2 jours sans lire là, mais bon, c'était une occasion manquée du coup. Donc je le ferai peut-être plus tard. Ou peut-être que j'enlèverai l'assiette, je ne sais pas. On verra bien. Allez, je vous retrouve plus tard. Finalement, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous laisse avec du thé et de la nature, comme d'habitude. Je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.